Bonjour à tous, soyez les bienvenus. À l'occasion du mondial La Marseillaise à pétanque, on vous propose une série d'interviews inédits avec les maîtres de la pétanque, un tête-à-tête exceptionnel avec les grands champions de ce sport, des confidences, des anecdotes. Et aujourd'hui, nous recevons un phénomène. Il est 9 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 16 fois champion de France et quadruple vainqueur du mondial La Marseillaise à pétanque. Dylan Rocher, bienvenue. Bonjour. À 34 ans, vous avez déjà l'un des plus beaux palmarès de ce sport. Quand on a quasiment tout gagné dans sa discipline, on court après quoi? On court après les records et puis essayer de durer dans le temps, en fait, comme l'ont fait des grands champions de cette discipline, comme les Foyot, les Quintet, les Suchot, les Lacroix, pendant 30-40 ans, être au top niveau. Voilà, c'est ça que moi j'aimerais faire. Bon, j'ai commencé de bonne heure, j'ai que 34 ans. C'est ça le plus dur, de durer. C'est ça le plus dur, de durer et puis essayer de gagner un maximum de titres comme ils l'ont fait avant, quoi. Alors depuis votre dernier sacre au mondial La Marseillaise à pétanque, vous courez derrière votre 5e victoire, puisque vous en avez gagné 4. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'approche du grand rendez-vous? On est dans un bon état d'esprit, on a une belle équipe avec Stéphane Robineau et Michael Bonetto. Voilà, on a déjà fait une édition comme ça l'an passé, qui n'a pas trop brillé, mais voilà. Vous avez été éliminé en 32e de finale. Exactement, donc voilà, mais on se connaît plus dans le jeu. Qu'est-ce qui a pêché, selon vous, avec le recul? Avec le recul, je dirais que avec Michael, on est 2 tireurs. Et on sait que la Marseillaise, ça se gagne beaucoup au point, notamment dans les allées du parc Borelli. Il faut très bien pointer. Et c'est pas toujours facile pour lui ou pour moi de pointer, d'avoir moins de cadence au tir. Et je dirais qu'on est tombé contre une très belle équipe de Gap l'année dernière qui ont fait un super jeu et on perd 13-12. Donc ça s'est joué à 1 ou 2 boules. Donc voilà, ça c'est le sport. Mais on est dans un bon état d'esprit, on va pas se prendre la tête, c'est sûr qu'on va jouer pour gagner. Voilà, ma dernière victoire remonte à 2017, donc ça commence à faire ça commence à faire, mais bon, après c'est le sport. J'ai déjà eu la chance de la gagner 4 fois, d'avoir fait 5 finales en tout. On va y revenir sur ce beau palmarès. Vous l'avez dit, vous ferez équipe avec Stéphane Robineau et Michael Bonetto. Quelle est votre relation sur et en dehors du terrain? Je vais dire avec Stéphane Robineau, ça fait 17 ans, 18 ans qu'on joue ensemble, on se connaît par cœur. C'est vraiment un ami, comme un grand frère, hein. Voilà, moi je suis le parrain de son fils, il est le parrain de ma fille. On a la pétanque et puis l'à côté. Donc on s'entend super bien. Et puis aussi, c'est mon partenaire de tous les jours pour les compétitions, parce que moi je suis licencié au club de Fréjus avec Stéphane Robineau et Diego Rizzi. Et puis Michael, voilà, on se connaît très bien, on fait beaucoup d'événements ensemble. Pas trop de compétition parce que lui, il a son club, moi j'ai le mien. On a nos obligations. Mais on est en équipe de France ensemble et je sais que par exemple cette année, on a plusieurs échéances de prévues tous les deux et voilà, on s'entend très bien, quoi. On parlait de la préparation, donc c'est l'un des plus grands tournois au monde. Comment on se prépare physiquement et mentalement? Alors là, c'est pas facile parce que c'est vrai que la Marseillaise, ça tombe au mois de juillet. C'est une grosse période pour nous. Il y a énormément de compétitions avec les Masters, avec le national, le mondial Barbero chez nous à Fréjus. Donc on fait comme on peut. On cherche surtout les moments de récup, de repos. La préparation physique, elle a été faite bien avant, en amont. La préparation mentale, là, c'est compliqué aussi. On a un coach mental à la fédération ou autre, mais là, on joue tellement que c'est compliqué de voir tout le monde. Donc, on va prendre jour par jour, compète par compète, et on va s'adapter, quoi. Voilà, il n'y a pas le choix. Cette année, encore une fois, vous faites figure de favori. Comment vous gérez ce statut? Je dirais qu'à chaque fois qu'on fait une compétition, on est favori. Donc on est habitué. La Marseillaise, c'est vrai que moi, c'est un concours qui me tient à cœur. J'adore ce concours-là. Je prends énormément de plaisir à jouer à la Marseillaise. À chaque fois qu'on joue, il y a beaucoup de spectateurs. Il y a une grosse galerie qui vient nous
nous voir jouer, donc c'est toujours un plaisir. Mais qu'est-ce qui fait que justement c'est un tournoi à part pour je un joueur de dirais pétanque? le fait que ce soit un concours qui dure 4 jours, le fait qu'il y ait énormément d'équipes inscrites. Je crois qu'il y a 4 ou 5 000 équipes inscrites, donc c'est ce qui fait le plus grand concours au 500 monde. triplets, ça fait plus de 14 000 participants. C'est énorme, donc ça, dans d'autres compétitions, on ne le voit pas. Et puis le fait de jouer au parc Borelli, dans les allées du parc où il y a pas, c'est pas cadré, les spectateurs nous entourent, un peu à l'ancienne, un peu à la Pagnole, ça parle beaucoup. Et puis la pétanque qui est née à La Ciotat, c'est à Marseille, on demandait aux Marseillais. Justement, comment vous le qualifiez, vous, le public marseillais? Il est très dur, il n'est pas facile. Mais quand il t'adopte, il t'aime bien, il ne fait pas semblant. Et moi, franchement, j'ai pris mon pied à jouer à la Marseillaise. Et c'est pour ça que je reviens tous les ans depuis 2009. Je prends vraiment du plaisir à venir ici. Ouais. Vous l'avez remporté 4 fois, en 2010, en 2012, en 2013 et en 2017, on l'a dit. Laquelle de ces victoires vous a le plus marqué? Je dirais que c'est ma première Marseillaise en 2010 parce que l'année d'avant, je m'étais cassé les 2 bras dans un accident de moto. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer, si j'allais retrouver un haut niveau. Et puis j'ai gagné ma première étoile à la Marseillaise en 2010. Ça fait un gros boom médiatique. J'étais le plus jeune vainqueur du mondial. Ça fait un gros buzz et puis ça a un peu lancé ma carrière aussi, quoi. Voilà. Quand vous repensez à cette finale, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est surtout d'arriver au pied du Vieux-Port, devant l'hôtel de ville, devant ces grandes tribunes avec... c'était plein, ça faisait des grands murs de spectateurs, c'était impressionnant, mais en même temps, c'est ce que j'ai toujours aimé, moi, à la pétanque, c'est de jouer devant du monde. Et c'était un super écrin, il y avait une atmosphère un peu spéciale, c'était chouette. Ouais. Ça vous donne encore des frissons aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que quand j'y repense, et puis en plus, j'étais dans une forme magnifique, mes coéquipiers aussi. C'était vraiment que du plaisir et je me suis fait plaisir, quoi, sans aucune pression. On ne pensait à rien d'autre qu'à jouer, qu'à se faire plaisir, qu'à gagner. Ça, c'est un merveilleux souvenir. Ouais. Vous évoquez justement l'accident de 2009 en moto, où à ce moment-là, vous alliez au lycée. Vous avez cet accident. Est-ce que vous vous êtes dit, ma carrière va peut-être s'arrêter? Oui, effectivement. C'est vrai que quand j'ai eu les premiers examens, je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer, si j'allais avoir des broches. Et puis il y a plein de questions qui passent à travers la tête. En plus, je revenais juste d'une sélection avec l'équipe de France Espoir d'Allemagne. Moi, la pétanque, c'était toute ma vie à cette époque-là, même encore maintenant. Mais quand on est encore plus jeune, je vivais que pour la pétanque. Et c'est vrai que tu te dis, est-ce que tu vas retrouver ton niveau? Est-ce que tu vas pouvoir rejouer et tout? Et les examens, ils ont été rassurants. Vous vous rappelez ce que vous a dit le chirurgien? Oui, je me rappelle que déjà il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de broche, qu'il fallait plâtrer les 2 bras et que pendant 1 mois il fallait pas faire le fou, il fallait être sérieux et puis après faire une bonne rééducation pour pouvoir bien revenir. Et je me souviens aussi du kiné qui m'avait dit que la pétanque c'était une bonne rééducation pour les poignets. Et je me rappelle qu'au bout d'1 mois et demi, quand j'ai jeté mes premières boules, j'ai vu tout de suite que ça marchait bien, que j'avais rien perdu, tout ça. Et c'était reparti, mais pendant 1 mois et demi, c'était compliqué. Ouais. Et là, c'est un gros ouf de soulagement. C'est un gros ouf de soulagement, parce que je vois que je n'ai pas perdu par rapport au niveau de l'adresse. Par contre, après, il y a des petits soucis qui viennent se greffer, comme j'ai eu un kyste synovial, j'ai eu des tendinites, je fatiguais un peu plus vite. Mais par contre, ça a été une bonne motivation pour revenir vraiment au haut niveau et essayer de gagner un maximum, quoi. Pour vous redonner la niaque, est-ce que cet accident, il a changé votre manière de jouer?
Pas trop, honnêtement, non. Non, par contre, il a changé ma manière voilà, d'amusement. Par exemple, avant une compétition, des fois, j'allais faire un volley, j'allais jouer au tennis, j'allais faire des trucs avec le bras, des sports de raquettes ou autres, que maintenant, je fais plus du tout parce que c'est pas possible de faire ça avec mes soucis que j'ai eus. Donc, et de prendre des risques. Et de prendre des risques. Donc, je m'adapte. Dylan Rocher, la pétanque, c'est aussi une histoire de famille. Vous avez démarré à 3 ans. Quels sont vos tout premiers souvenirs de pétanque? Tout premier souvenir de pétanque, je me souviens d'avoir été sur un terrain de pétanque avec mes parents et d'avoir joué avec des mini-boules, en fait, des boules en ferraille, et d'avoir jeté les mini-boules sur un terrain. Et je ne me souviens pas de grand-chose de plus. Par contre, je me souviens ma première journée dans une école de pétanque avec les collègues, avec mes frères. Et ouais, c'est un super souvenir. Ouais. Votre père, Bruno Rocher, est un immense champion. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a été compliqué de marcher sur ses traces? Honnêtement, pas du tout. Mes parents, toute ma famille était une famille de pétanqueurs. Mes grands-parents, mes parents, tout le monde joue à la pétanque. Mais mes parents m'ont jamais mis la pression en disant « il faut absolument que tu joues à la pétanque, il faut que tu fasses de la pétanque, ceci, cela ». C'était vraiment... voilà, c'était moi qui aimais la pétanque. J'ai choisi la pétanque depuis tout petit, mais mes parents ne m'ont jamais obligé à faire de la pétanque. Après, quand j'ai accompagné mon père, quand j'ai joué avec lui dans les compétitions, est-ce qu'il y avait une exigence, justement? En famille, c'était pas facile parce que mon père était, par contre, en compétition, était pas facile du tout. Voilà, c'était compliqué, mais je dirais que ça m'a forgé un caractère. Et puis, grâce à ça, grâce à lui, maintenant, je peux jouer avec tout le monde. Je peux jouer avec des personnes qui sont très dures. Voilà, moi, ma force, c'est que je peux m'adapter à tous les joueurs, aussi bien du Marco Foio, qui est un petit peu à la Pagnol, qui parle beaucoup, aussi bien Christian Fasino, Henri Lacroix, qui sont un petit peu plus gonchons. Voilà, donc non, ça m'a aidé, mais en tout cas, j'ai de super souvenirs avec mon papa. Ouais. Ça a été un super mentor? Ouais, super. D'ailleurs, c'est un des plus gros palmarès français. Il a eu tous les titres de champion de France, champion du monde. Malheureusement, ce qui lui manque, c'est la Marseillaise. Alors peut-être qu'il l'aura un jour. Peut-être même ensemble, d'ailleurs. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà joué la Marseillaise avec l'un de vos frères? Oui, on avait perdu en 16e de finale, malheureusement. Et pourquoi jamais avec papa? Parce que, en fait, moi j'avais mes obligations avec mon club, avec les partenaires. J'avais mon équipe à l'époque avec Stéphane Robineau et Antoine Dubois, avec qui on a gagné 3 fois le mondial. Voilà, l'occasion s'est jamais trouvée, quoi. Mais je pense qu'un jour, peut-être, on jouera ensemble. Ouais. C'est dans un coin de la tête, mais on verra si ça se fait. Mais en tout cas, si ça se fait, ça sera avec un grand plaisir. On vous a très vite identifié comme un prodige, un joueur avec de l'avenir. Comment on grandit avec ça? Je dirais que pour moi, ça a été naturel, quoi. J'ai commencé en minime, cadet, junior. On a vu que j'étais adroit. J'ai tout de suite intégré l'équipe de France junior. Dès ma première sélection, j'ai été champion du monde. Puis j'ai été une deuxième fois champion du monde chez les juniors. Après, j'ai intégré l'espoir. J'étais champion d'Europe espoir. Entre-temps, j'ai gagné la Marseillaise. Je gagnais aussi des grosses compétitions chez les seniors, alors que j'étais encore junior ou hors cadet. Donc on a vu que quand même j'étais en avance sur d'autres. Et puis après, moi j'ai toujours eu mes parents qui étaient là pour me conseiller, pour me faire garder la tête sur les épaules. Et je dirais que ça s'est fait naturellement, même si tout a été rapide. J'ai été champion du monde à 18 ans à Marseille en 2012. Ma première Marseillaise à l'époque, j'y suis plus maintenant, mais j'étais le plus jeune vainqueur. Donc ça s'est fait rapidement, mais naturellement, quoi. Voilà. Mais est-ce que ça vous a fait grandir plus vite? Ah bah oui, parce que dès l'âge de 12-13 ans, je jouais déjà avec des seniors. Et puis je joue aussi avec mon papa, avec Bruno Le Boursicot qui a été X fois champion du monde. Donc moi j'étais bercé au milieu de tous ces grands champions.
voilà, qui étaient déjà des légendes dans ce sport depuis X années. Et voilà, j'ai grandi avec eux. Alors même si au départ je ne jouais pas spécialement avec eux, mais j'ai toujours été à côté d'eux. Voilà, je les voyais jouer. Et je pense que ça m'a aidé, ouais, bien sûr. Est-ce que vos camarades de classe comprenaient un petit peu l'univers dans lequel vous Pas bercez? du tout. Pas du tout. C'est vrai que 2-3 fois, on a essayé de leur dire que j'étais champion du monde de pétanque ou autre. Mais ils ne voyaient pas ça comme un vrai sport. C'était compliqué. Moi, je n'osais pas du tout en parler à l'école. C'est pas que c'était mal perçu, mais pour eux, c'était pas un sport du tout, quoi. Donc voilà, je me cachais de ça, mais en même temps, grâce à la pétanque, voilà, ça m'a fait faire des belles choses. Ça m'a fait. J'ai connu ma femme grâce à la pétanque, j'ai eu mon travail grâce à la pétanque, ça m'a ouvert toutes les portes, quoi. Voilà. J'ai fait le tour du monde grâce à la pétanque. Si on m'aurait dit un jour que la pétanque m'aurait amené tout ça, j'aurais jamais cru, quoi. Ça vous a ramené beaucoup de choses, mais est-ce que ça vous a aussi poussé à quelques sacrifices? Ah bah, c'est sûr que voilà, moi, dans une année civile, sur 365 jours, j'en joue à peu près 300 jours. Donc c'est vrai que la vie de famille, bah, c'est un peu plus compliqué. Les vacances, bah, il n'y en a pas beaucoup. Tout tourne autour de la pétanque, en fait. Hein. Et même plus jeune, à l'adolescence, c'est un peu l'âge de l'insouciance. Est-ce que vous aviez l'insouciance? Oui, j'étais insouciant. Et puis bon, quand j'étais adolescent, ça ne me posait pas de soucis parce que la pétanque, c'était ma vie. Je vivais, je dormais que pour la pétanque, quoi. Voilà, c'était mon sport, c'était mon truc. Mais par contre, maintenant, j'ai 2 petites filles qui ont 8 ans et 5 ans. Voilà, c'est vrai que j'aimerais passer un peu plus de temps avec elles. Des fois, quand je pars pendant 10 jours, 15 jours, bah, c'est pas facile pour elles, pour moi. Je rate des moments avec elles, donc faut leur expliquer. Donc maintenant elles comprennent, mais c'est des moments qui sont durs à rattraper parce que ça grandit très vite. Et puis bah, également avec ma femme aussi, on fait des beaux voyages ensemble en famille, mais il y a toujours de près ou de loin, il y a toujours la pétanque. Alors petit à petit, j'essaye de prendre un peu plus de temps avec elle, mais Est-ce que ça arrive qu'ils vous suivent sur certaines compétitions? Oui, ça arrive souvent. Même à la Marseillaise, elles sont déjà venues 1 ou 2 fois me voir ou autre, mais et elles comprennent? Elles comprennent, oui et non. C'est vrai qu'elles savent que je suis un champion, mais quand je pars 1 semaine, 10 jours, elles comprennent pas trop, quoi. Pourquoi tu pars, papa? Et pourquoi tu peux pas rester avec nous? Et c'est ça qui n'est pas facile au jour d'aujourd'hui. Après, moi, honnêtement, de mon côté à moi, je prends du plaisir, je fais ma passion, je vis entre guillemets de ma passion parce que j'ai aussi un travail à côté à l'agglomération de Valence-Roman. Mais j'ai fait le tour du monde grâce à la pétanque, quoi. Ça m'a ouvert énormément de portes et voilà, moi je kiffe, quoi, voilà. Est-ce que c'était important de vous faire un prénom dans le monde de la pétanque? Parce que vous aviez déjà un nom par votre père. Bah, un prénom, c'est vrai que depuis tout petit, en fait, on m'a jamais appelé Rocher. Ça a toujours été Dylan. Il y a Dylan, et Dylan ci, et Dylan là. D'ailleurs, quand je fais les autographes et tout, je signe toujours Dylan. Malgré qu'on est la famille, nous, au niveau pétanque, la plus titrée au niveau pétanque. Mais ça a toujours été Dylan, donc non, j'ai pas de soucis par rapport à ça, par rapport à mon papa. D'ailleurs, je pense qu'on mélange trop souvent ma carrière et celle de mon papa, alors que mon papa, ça a été l'un des plus titrés au niveau pétanque. Il a eu tous les titres de champion de France, tête-à-tête, doublette, triplette. On a tendance à tout mélanger, alors que mon papa, ça a été un phénomène aussi. Donc voilà, mais après, on le vit bien, honnêtement, avec ma famille. Il n'y a pas de souci là-dessus, on s'entend très bien. C'est un modèle à suivre. Ouais. Dans la régularité et puis surtout dans le respect. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, entre un joueur qui a beaucoup de talent et un champion? Je dirais que c'est le mental. Comme dans tous les sports, il y a beaucoup de champions, beaucoup de joueurs adroits. Mais après, ce qui fait la différence, c'est arriver dans les moments un peu compliqués, devant du monde, devant les caméras.
c'est d'avoir cette petite différence, d'avoir cette petite force qui fait que tu vas arriver à surpasser toute cette pression-là et arriver au top au moment voulu, quoi. Voilà, comme au foot, on en voit certains arriver devant les cages au tir au but. Ils vont tirer 10 mètres au-dessus, alors qu'à l'entraînement, ils vont en mettre 99 sur 100. Et je pense qu'un peu dans tous les sports, c'est ce qui fait cette différence-là, c'est qu'arriver dans les moments vraiment de stress, de pression, je ne dis pas qu'on ne craque pas, parce que des fois, c'est arrivé de passer à travers, mais on craque moins que d'autres. Et quand vous avez craqué, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez un exemple d'un moment où vous avez craqué? Par exemple, on va dire le championnat du monde à Madagascar en 2016, on a perdu en demi-finale contre le Bénin. On était champion du monde en titre et puis on est passé à travers avec mes coéquipiers et moi notamment. Et là, c'est pas facile parce qu'en plus, on est en sélection. Nous, en France, il y a un vivier de joueurs qui pourraient y prétendre à participer énorme. Et là, tu passes à travers. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux ou autres, donc c'est facile de critiquer. Déjà, quand on est sélectionné, on en prend plein la tête, mais alors quand on perd, on en prend plein la tête aussi. Et puis, voilà, mais après, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est la vie de sportif de haut niveau. Il faut savoir rebondir. Mais c'est vrai que c'est pas facile au départ de passer au-delà de ça, quoi. Et dans ces moments-là, votre refuge, c'est quoi? C'est votre famille? Ma famille, ouais. C'est sûr que maintenant, je vois les choses différemment parce que j'ai eu la chance de tout gagner dans la pétanque. Et quand je passe à travers ou quand je perds une grosse compétition, je rentre chez moi, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, je vois mes enfants. C'est pas grave, papa. Là, tu penses à d'autres choses. Tu dis, c'est vrai qu'en fait, c'est qu'un sport, c'est qu'une compétition, il y en aura d'autres. J'ai déjà eu la chance de remporter beaucoup de compétitions. Et c'est vrai que la famille, c'est important pour ça, ouais. Ça permet de relativiser. Vous êtes aujourd'hui une star dans votre sport, un ambassadeur. Comment vous vivez cette notoriété? Je le vis bien, honnêtement. Moi, je ne me prends pas la tête. J'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin, de donner une belle image. Mais en plus, je ne me force pas, honnêtement, c'est naturel. Et puis, voilà, on essaye de changer un peu l'image de ce sport qui est un petit peu vieillissante avec cette image de Ricard, de loisir. Donc on essaye de gommer cette image-là, même si c'est compliqué. Mais, justement, comment vous essayez J'essaye déjà en étant physiquement propre sur moi, en m'entretenant physiquement, et puis surtout sur les réseaux sociaux, donner une belle image, de ne pas faire n'importe quoi. Notamment dans les compétitions ou alors dans les interviews ou autres, donner une belle image. C'est quoi le quotidien d'un joueur de haut niveau, une journée type? Alors une journée type, on va dire une semaine type, pour moi ça va être tous les week-ends de l'année j'ai des compétitions. En semaine, j'ai 2 séances de renforcement musculaire. J'ai une séance de kiné aussi par semaine. À côté de ça, je suis à mi-temps, moi, à la mairie. Donc, on va dire que le mardi et le mercredi matin et le jeudi, quand j'ai pas de compétition, je vais à la mairie, à mon travail. Et puis, c'est 60 000 km par an dans l'année. Et puis, en plus, arrivé de mai à septembre, c'est quasiment de la pétanque tous les jours. En semaine, on a beaucoup d'animations, de séminaires, d'événementiels. Là, il y a les Masters de pétanque qui ont commencé. Donc jusqu'à septembre, c'est 7 étapes en pleine semaine, mercredi, jeudi, plus le Final Four. Donc, vous arrivez à en vivre de votre sport aujourd'hui? Maintenant, oui. Alors, c'est pas par rapport aux compétitions, c'est plus par rapport au partenariat, au niveau image, au niveau pub, au niveau séminaire, animation, événementiel, stage d'initiation. J'ai ma société à côté de ça, qui est liée à tout ça par rapport à la pétanque, et ça commence à bien prendre par rapport à ça. Mais par contre, dans le côté compétition, au niveau des gains, des prize money, honnêtement, on ne peut pas en vivre. C'est compliqué. Justement, c'est un sport de haut niveau aujourd'hui. On l'oublie souvent, mais il y a aussi des tests antidopage. Il y a dans les compétitions, comment ça se passe?
Oui, alors maintenant il y a des tests d'alcoolémie, des tests antidopage. Ça fait 1 an et demi que la Fédération française et internationale ont augmenté les contrôles. Et en fait, voilà, régulièrement, ils viennent dans des compétitions et puis ils contrôlent au hasard des joueurs pour l'alcoolémie, pour les produits dopants comme le cannabis, comme les métabloquants ou autres. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, quoi, parce que si on veut être un vrai sport, ça passe par là. Et voilà, c'est bien. Ça vous a déçu que la pétanque ne soit pas un sport olympique ? Oui, c'est vrai que encore plus le fait que ce soit à Paris, parce que la pétanque en France, c'est quand même un sport populaire. À l'époque, on était bien médiatique et on nous avait laissé sous-entendre qu'on avait vraiment nos chances d'y participer. Donc ça a été un gros échec pour nous de ne pas y participer, parce que ça aurait été énorme déjà de faire les JO, encore plus en France. Et puis, je pense qu'avec ça, on aurait pu devenir peut-être professionnel. Voilà, ça aurait changé beaucoup de choses. Et peut-être un trophée de plus, un titre de plus, mais déjà rien que d'y participer, ça aurait été énorme, quoi. Et qu'est-ce qui a pêché selon vous ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été choisi ? Je pense que le dossier n'a pas été très bien défendu. Et puis voilà, en plus après c'était pas que la pétanque, c'était le sport boule en général, donc il y avait la lyonnaise, il y avait la rafavolo, la bocce, c'était tout un sport boule en général et je sais pas, ça a été compliqué, mais c'est une grosse déception. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'évolution justement du haut niveau dans ce sport par rapport à vos débuts ? Je trouve que quand même il y a une très bonne évolution, parce que notamment déjà rien que dans le jeu, voilà, tout est beaucoup plus cadré. Voilà, maintenant on joue dans des beaux écrins. Voilà, tous les terrains sont tracés, les tenues sont identiques. Ça avant ça n'existait pas. Bon, il y a des contrôles d'alcoolémie, des contrôles antidopage. Il y a beaucoup de médiatisation. Toutes les parties maintenant sont filmées soit à la télé ou soit sur YouTube. Il y a beaucoup de transmissions aussi sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'en fait, finalement, c'est un sport populaire qui plaît. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'y mettent, beaucoup plus de féminines. Et l'image est en train de changer petit à petit, même si, encore une fois, ça ne va pas assez vite à mon goût. Mais il y a quand même de l'évolution. Et voilà, notamment, comme on parlait tout à l'heure, des séminaires avec les entreprises ou autres. C'est un sport qui plaît beaucoup, c'est un sport de cohésion, qui rassemble. Tout le monde peut jouer, que ce soit du petit, du grand. Et vos filles, elles jouent justement avec pas encore. Pas encore. Pour l'instant, c'est la gym, la danse. Mais j'espère bien un jour qu'elles joueront et puis que je pourrai peut-être faire quelques compètes avec elles. Mais encore une fois, ça sera pas une obligation. C'est vraiment le plaisir. L'importance du plaisir. Exact. Sur le niveau, justement, de la jeune génération, avec votre regard aujourd'hui, même si vous faites partie de cette jeune génération, mais avec le recul, le niveau aujourd'hui, il est beaucoup plus homogène. Comment vous le qualifierez ? Alors, le niveau est beaucoup plus homogène, exactement. Voilà, le niveau aussi des pays voisins, des autres pays ont augmenté. Et ça devient vraiment compliqué, parce que y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, les terrains sont beaucoup des terrains basés sur le tir, sur l'attaque. C'est beaucoup moins des terrains techniques par rapport à avant. Le règlement du bouchon, c'est-à-dire qu'avant, vous avez le droit à 3 jetés de bouchon. Et puis si vous le jetiez mal, c'était à l'adversaire de le jeter. Que maintenant, vous jetez mal le bouchon, c'est l'adversaire qui le place à la main. Donc du coup, on joue en moyenne entre 6 et 8 mètres. Donc tout est basé beaucoup plus sur l'attaque, sur le tir. Et ça fait que ça a changé la pétanque en général. Et puis c'est vrai qu'on avait une génération avec les Quintet, Suchot, Lacroix, Fasino. C'était des phénomènes de ce sport, quoi. C'était des monstres sacrés. Alors je ne dis pas que la nouvelle génération ont moins de talent, mais en tout cas il y a plus de concurrence et c'est plus dur pour la nouvelle génération de se mettre en lumière, quoi.
justement, vous parlez de la concurrence étrangère. Pour la première fois l'an dernier, une équipe étrangère gagne le mondial, la Marseillaise à pétanque. Ça vous inspire quoi? C'est un cap qui est franchi? Oui, c'est un cap qui est franchi parce que, notamment, on parle de Madagascar qui ont gagné. Ça fait 15 ans qu'on les voit dans les compétitions. Ils sont très très forts depuis un long moment. Mais ils n'avaient jamais réussi à passer le cap d'une grosse compétition comme ça, par exemple. Et là, ils l'ont fait. Et voilà, à l'image de d'autres pays comme la Thaïlande, comme voilà, tous les pays asiatiques, comme l'Italie aussi. Voilà, maintenant, tous ces pays-là ont vachement progressé. Et nous, la pétanque française, finalement, on voit que sur la scène internationale, on ne domine plus comme on l'a dominé avant. Donc, il y a une remise en question. Il y a aussi une passation de génération qui se met en place avec la fédération. Et ça va peut-être prendre un peu de temps, mais voilà, il faut, il n'y a pas le choix. Et votre avenir, vous le voyez comment, sur et en dehors du terrain? Bien sûr. J'aimerais bien continuer encore au moins pendant une vingtaine d'années ou trentaine d'années encore au haut niveau. Alors ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas en faire autant que je fais maintenant parce que c'est trop. Je fais énormément de compétitions, d'animations, de kilomètres pour la pétanque. Mais après, j'ai pas mal de choses dans un coin de la tête, comme peut-être créer une académie de pétanque ou une école de pétanque à mon nom. Voilà, il y a pas mal de choses dans un coin de la tête. Mais pour l'instant, je veux rester joueur et je vais essayer de gagner un maximum de compétitions. Ça serait une manière de transmettre pour un sport qui vous a tout donné? Bien sûr, ouais, ça serait chouette. Mais après, c'est dur d'être partout pour le moment. Même si petit à petit, je transmets quand même. Je vais dans des écoles de pétanque ou je vais avec des associations voilà, les initier. Mais ouais, c'est dans un coin de la tête. Merci beaucoup, Dylan Rocher, de vous être livré avec franchise et sincérité. On vous retrouvera sur les terrains du mondial, la Marseillaise à pétanque en juillet prochain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à repartager cette émission sur YouTube, France.tv. Et à vous abonner aussi sur nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve pour le mondial de la Marseillaise à pétanque. Ça sera à suivre sur notre antenne et nos plateformes. À très vite.